Bonjour, chers élèves de baccalauréat, sciences de la vie et de la terre, sciences physiques et sciences expérimentales. Cette activité sera consacrée à l'étude de la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée et les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. On va réaliser un petit exercice d'application. Alors cet exercice, il est extrait du baccalauréat sciences physiques, session normale 2016, deuxième partie, qui est la partie d'exploitation des documents sur 15 points. Le sujet 2, c'est sur 5 points. L'énoncé du sujet, pour mettre en évidence l'effet de certains phénomènes biologiques sur la transmission de l'information génétique lors de la formation des gamètes chez les êtres vivants diploïdes, on propose l'exploitation des données suivantes. Les figures du document ci-dessus représentent certaines phases d'un phénomène biologique chez une cellule animale dont la formule chromosomique est 2n égale 4. Je dois vérifier ce document, je dois bien le lire, je dois voir ici qu'il y a deux chromosomes homologues, ici il y a deux chromosomes homologues, donc il s'agit là de tétrades. Là aussi, je vois qu'il y a des chromosomes bichromatidiens. Donc, lorsqu'il s'agit de chromosomes bichromatidiens, c'est la première division de la méiose. Ici, les chromosomes sont monochromatidiens, donc il s'agit de la deuxième division. Cette lecture va me permettre de bien résoudre mon problème et répondre à mes questions. La première question, en justifiant votre réponse, c'est-à-dire toujours il faut justifier. Il faut justifier, identifier en justifiant votre réponse les phases représentées par le document précédent et déduisez le phénomène biologique étudié. Deuxième question, réalisez le schéma de la deuxième possibilité de la disposition des chromosomes de la phase représentée dans la figure B du document précédent. Déduisez le nom du phénomène responsable. Donc, déduisez, ça doit arriver toujours après une démonstration. Déduisez le nom du phénomène responsable des deux possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Deuxième partie, afin d'étudier le mode de transmission de deux caractères héréditaires chez la drosophile, on réalise les deux croisements suivants. Premier croisement entre des femelles aux yeux rouges et ailes droites, P1, et des mâles aux yeux pourpres et ailes courbées, P2. La première génération obtenue est constituée uniquement, je souligne uniquement, des individus avec des yeux rouges et des ailes droites. Remarque, le croisement inverse du premier croisement, celui-là, donne les mêmes résultats. Deuxième croisement, entre des mâles aux yeux pourpres et ailes courbées et des femelles de F1. Donc, c'est un bac cross. La génération F2 obtenue compte 390, 380, 120, 110. 390 drosophiles aux yeux rouges et ailes droites, 380 drosophiles aux yeux pourpres et ailes courbées, 120 drosophiles aux yeux rouges et ailes courbées, 110 drosophiles aux yeux pourpres et ailes droites. Utilisez les symboles grand R ou petit r pour le caractère couleur des yeux et le symbole grand D ou petit d pour le caractère forme des ailes. En expliquant les résultats des deux croisements, déterminez le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés.
Donnez l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en se basant sur l'échiquier de croisement. Établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivies dans cette réalisation. On s'attaque à la première question, mais pour cela, il faut toujours bien étudier le document et reconnaître le phénomène qui représente ces étapes. C'est-à-dire, il faut se rappeler de ces acquis concernant les différentes phases de la méiose. C'est-à-dire, il faut toujours se rappeler de la forme des chromosomes et de leur position. Alors, les phases représentées. Ici, cette figure A, elle représente les tétrades. Et les tétrades, ce sont des chromosomes bichromatidiens qui sont rapprochés l'un de l'autre. Alors, c'est une phase qui va représenter la prophase 1. Là, la figure B, les chromosomes, ce chromosome et ce chromosome, ce sont deux chromosomes homologues, malgré leur couleur qui est différente, mais l'un de ce côté, l'autre mig de l'autre côté, bien sûr, c'est une anaphase, toujours de la méiose. C'est une anaphase 1. De la division réductionnelle. La figure C, si je compare avec la figure précédente, les chromosomes ici sont monochromatidiens et les chromosomes sont séparés l'un de l'autre. Celui-là migre vers ce pôle et celui-là migre vers l'autre pôle. Donc, c'est une anaphase 2. Là, la figure D, les chromosomes sont placés sur le plan équatorial formant la plaque métaphasique, mais il n'y a pas de chromosome homologue, donc ce figure appartient à la métaphase 2. Comme réponse, on peut rédiger notre réponse. D'après le document, les phases représentées par les figures sont figure 1A. Les chromosomes apparaissent sous forme de tétrades. Je donne mes arguments d'abord, puis je conclus. Les chromosomes apparaissent sous forme de tétrades et début de formation du fuseau achromatique, donc c'est la prophase. Justification, conclusion. Figure B. Il y a migration polaire des chromosomes homologues sans clivage des centromères bichromatidiens, donc c'est l'anaphase 1. La figure C, il y a migration polaire des chromosomes fils après clivage des centromères. S'il y a clivage, c'est la deuxième division, c'est l'anaphase 2. La figure D représente la métaphase 2 car il y a formation d'une plaque équatoriale constituée d'un chromosome bichromatidien. Donc, c'est la métaphase 2. Alors, la deuxième question. Réaliser le schéma de la deuxième possibilité de la disposition des chromosomes de la phase représentée par la figure B du document précédent. Déduisez le nom du phénomène responsable des deux possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Là, c'est la phase, c'est l'anaphase 1. On peut c'est un schéma de l'anaphase 1. Voilà, la figure B, c'est anaphase 1. Ici, nous avons les chromosomes blanc avec noir. La deuxième
possibilité, c'est avoir les blancs avec le blanc et le noir avec le noir. Blanc avec blanc, noir avec noir. Et ce phénomène, il se passe pendant l'anaphase 1. Le phénomène, bien sûr, responsable des deux possibilités est la ségrégation indépendante des allèles, ou ce qu'on appelle un brassage interchromosomique. Son rôle, c'est la diversification de l'information génétique des cellules filles. C'est-à-dire, il va donner des gamètes qui ont des génotypes différents. La troisième question. En exploitant les résultats des deux croisements, déterminer le mode de la transmission des deux caractères héréditaires étudiés. Pour cela, il faut d'abord une bonne lecture des résultats et une bonne analyse des pourcentages ou bien du nombre d'individus qui résultent de chaque croisement. Alors, la question nécessite une analyse minutieuse des résultats du croisement réalisé. Le premier croisement entre femelles aux yeux rouges et ailes droites et des mâles aux yeux pourpres et ailes courbées. La première génération obtenue F1 est constituée uniquement d'individus avec des yeux rouges et des ailes droites. Donc, là, j'ai les yeux rouges, c'est un phénotype qui ressemble à l'un des parents. Ce sont des femelles, donc la couleur rouge, elle est due à un allèle dominant. Et l'autre couleur, elle est due à un allèle récessif. Des ailes droites, c'est toujours chez la femelle, donc c'est l'allèle des allèles droites est dominant sur l'allèle des ailes courbées. Remarque, le croisement inverse du premier croisement donne les mêmes résultats. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, comme nous l'avons vu tout à l'heure, cela veut dire que le croisement et le croisement inverse ont donné le même résultat. Donc, on obéit à la première loi de Mendel et les caractères étudiés ont des gènes qui sont indépendants du sexe. C'est-à-dire les gènes portés par des autosomes. Deuxième croisement, c'est un back-cross entre des mâles aux yeux pourpres et ailes courbées, ce sont des phénotypes récessifs, et des femelles de F1. La génération F2 obtenue compte 390 drosophiles aux yeux rouges et ailes droites, et 380 drosophiles aux yeux pourpres et ailes courbées, 120 drosophiles aux yeux rouges et ailes courbées, 110 drosophiles aux yeux pourpres et ailes courbées. On va voir quelle est la question. C'est en exploitant ces résultats, déterminer le mode de transmission. Le mode de transmission, ça veut dire, je dois dire quel est l'allèle dominant, quel est l'allèle récessif. Est-ce que les deux gènes sont liés ou bien sont indépendants? Est-ce que ces gènes sont en relation avec les chromosomes sexuels ou bien avec les autosomes? Donc, et puis, si les gènes sont liés, automatiquement, on doit calculer la distance entre les gènes, c'est-à-dire on réalise ce qu'on appelle la carte factorielle. Alors, je reprends. L'allèle, la génération issue du premier croisement, c'est une génération qui est homogène, donc les parents sont de race pure. Et les phénotypes de cette génération aux yeux rouges qui ressemblent à l'un des parents, donc le rouge, l'allèle rouge est dominant sur l'allèle pourpre. Les ailes, je vais noter
rouge avec un grand R et pourpre avec un petit R. Les ailes droites. Les ailes droites ressemblent à l'un des parents, donc l'allèle responsable des ailes droites est dominant. Je vais le noter comme grand D et l'autre avec un petit d. Lorsque j'étudie ce résultat, ce type de résultat, j'ai 390 drosophiles aux yeux rouges, c'est l'un des parents, c'est la femelle, c'est un phénotype parental. 380 drosophiles aux yeux pourpres, c'est le parent mâle, donc ce sont des phénotypes parentaux. Leur somme, ça fait 770 individus. Les drosophiles aux yeux rouges, ailes courbées, ce sont, le rouge il est parental d'un parent, et les ailes courbées c'est de l'autre parent, donc c'est recombiné. Le total des recombinés, ça fait 330. Donc là, j'ai le pourcentage des phénotypes parentaux est supérieur au pourcentage des phénotypes recombinés. Je conclus que les deux gènes sont liés, une liaison partielle. Alors, je vais vérifier ma réponse. Exploitation des résultats du premier croisement. On étudie la transmission de deux caractères. C'est une petite analyse qu'on donne au début pour conclure le type de l'hybridisme et tous les données. On étudie la transmission de deux caractères héréditaires, donc il s'agit d'hybridisme. Les individus de F1 ressemblent à l'un des parents, donc il s'agit de dominance de l'allèle responsable des yeux rouges, représenté par R, sur l'allèle responsable des yeux pourpres, et dominance de l'allèle responsable des ailes droites grande D sur l'allèle responsable des ailes courbées petit d. Les hybrides F1 sont uniformes, donc les parents sont de lignée pure selon la première loi de Mendel. Le croisement et le croisement inverse donnent les mêmes résultats, donc il s'agit de l'hérédité non liée au sexe. Et si j'exploite les résultats du deuxième croisement, il s'agit d'un back-cross car on a croisé un individu de F1 avec un parent doublement récessif. F2 est composé de 4 phénotypes avec des proportions différentes, 77,2% phénotypes parentaux et 22,8 phénotypes recombinés. Donc, les deux lignées étudiées sont liées, une liaison partielle après un enjambement chromosomique. Donc, je vais interpréter et expliquer ces résultats de façon chromosomique, c'est-à-dire je donne l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en se basant sur l'échiquier de croisement. La réponse est le premier croisement, un parent mâle, petit r, grand D, il est de race pure, il est homozygote. La femelle de F1, c'est un hybride. Elle a un phénotype dominant, mais elle cache les allèles récessifs. Donc, celui-là, le mâle homozygote va donner un seul type de gamètes, et bien la femelle doit donner 4 types de gamètes avec des pourcentages 39%, 38%, 12 et 11. Si je dresse mon échiquier, ici c'est les gamètes du parent avec un phénotype récessif, un seul gamète.
à 100%, les autres gamètes de la femelle F1, RD, grand R, grand D, petit r, petit r, grand R, petit d. Bien sûr, je n'oublierai pas les proportions et les pourcentages de chaque gamète. Et le résultat de la fécondation, R, grand D sur petit r, petit d, si je fais la multiplication de 39% sur 100%, ça va donner 39%. Alors là, j'ai les parentaux et là, les recombinés avec les parentaux avec un pourcentage très élevé par rapport à celui des recombinés. Donc, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux qu'on a vus tout à l'heure. Cinquième question, établissez la carte factorielle des deux gènes étudiés en montrant les étapes suivies dans cette réalisation. Pour répondre à cette question, il faut calculer le pourcentage des phénotypes recombinés. Alors, le pourcentage, le nombre total d'individus égale 1000. Le nombre d'individus de phénotypes recombinés, c'est 120 plus 110 égale 230. Donc, le pourcentage, c'est 230 sur 1000 multiplié par 100 divisé par 20, égale 23%. Donc, la distance séparant les deux gènes étudiés est D égale 23 centimorganes. Donc, 1 centimorgane égale 1%. La représentation sur le même chromosome, je dois choisir une échelle et je dirais par exemple un demi-centimètre ici égale 1 centimorgane et je prends 23 centimorganes, ça fait 11,5 cm entre la couleur le gène responsable de la couleur des yeux et le gène responsable de la forme des ailes. C'est-à-dire, sur le même chromosome, les deux gènes sont séparés par 23 centimorganes. Merci de votre attention et à la prochaine.